Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un tout grand merci à Muriel Intanilor et à Catherine Barthélémy pour cette belle invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir et qui m'honore. Je vais essayer de vous présenter en petite vingtaine de minutes un petit peu l'état des connaissances qu'on a aujourd'hui sur certains mécanismes intracérébraux qui peuvent conduire à des troubles de neurodéveloppement au sens large et en particulier aux troubles du spectre autistique. Alors tout d'abord, juste en guise d'introduction, je ne vous apprends rien. Actuellement, on met sous le chapeau troubles de neurodéveloppement ou TND différents troubles qui vont des troubles du spectre autistique aux différents DIS, déficiences intellectuelles. Alors, parfois, on y inclut, tout le monde n'est pas toujours d'accord, certaines épilepsies du développement. Et donc, puis il y a une liste plus ou moins longue de troubles de neurodéveloppement. Alors, cette classification en petits sous-compartiments, elle n'est probablement pas la meilleure parce qu'en fait, on sait maintenant qu'un même enfant peut présenter des troubles dans plusieurs sous-catégories. Et ce qui est important pour l'enfant et le futur adulte, c'est pas d'avoir une étiquette, c'est plus qu'on s'occupe spécifiquement de là où il a des difficultés. Et donc, cette classification est plutôt mise maintenant. On essaie de voir quels sont les problèmes de l'enfant et comment on peut les prendre en charge plutôt que de lui mettre un nom dessus. Alors un petit peu comme abordé par Catherine au départ, donc en fait un développement cérébral c'est une trajectoire de développement et en fait ce qu'on sait maintenant c'est que ces troubles de neurodéveloppement ce ne sont pas des malformations, il n'y a pas de grosses anomalies du développement. Si on fait une imagerie cérébrale, une IRM par exemple, on ne voit pas grand-chose généralement, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de lésion. Par contre, c'est probablement plutôt une déviation de la trajectoire typique vers une trajectoire plus ou moins atypique et qui donnera plus ou moins de dysfonctionnement par la suite. Ces dysfonctionnements peuvent être moteurs, motricité fine, langagier ou pour la capacité d'acquérir de nouvelles informations. Et donc évidemment, tout l'enjeu, c'est de comprendre où ça commence à dévier et surtout comment on peut remédier, essayer de remettre le train sur les rails, en tout cas d'améliorer la trajectoire pour minimiser au maximum les dysfonctions. Alors un point important que je ne raborderai pas par la suite, mais faut savoir que probablement il y a plusieurs manières d'aller d'un point A à un point B. Donc il y a probablement plusieurs trajectoires qui sont compatibles avec une fonction adéquate, en tout cas compatible avec une vie heureuse. Mais dans certains cas, si on dévie trop de ce faisceau de trajectoires compatibles avec une vie adéquate, on arrive à des dysfonctionnements. Donc ce n'est pas une seule et même trajectoire pour tout le monde. Il y a chacun probablement sa propre trajectoire de développement cérébral, mais parfois la trajectoire dévie trop du typique et on arrive à des atypies. Alors en termes d'origine de ces déviations de trajectoire, il y a bien évidemment, dans toutes les maladies qui touchent l'homme ou les êtres vivants, il y a des causes génétiques, bien sûr, et l'autisme a un gros poids génétique, mais ça n'explique pas tout. Il y a aussi des facteurs d'environnement qui se combinent à son patrimoine génétique d'un enfant donné. Et parmi ces facteurs d'environnement, il y en a certains qui peuvent débuter durant la grossesse, par exemple des infections qui touchent particulièrement le fœtus, des facteurs d'environnement, des polluants par exemple, peuvent aussi probablement avoir un impact sur les trajectoires développementales. Et puis je vais vous parler aujourd'hui, comme à titre d'exemple, c'est ce sur quoi on travaille dans notre laboratoire, mais c'est un exemple qui peut se généraliser à d'autres choses, c'est la prématurité. Alors la prématurité, l'OMS l'a définie comme toute naissance en dessous de 37 semaines de grossesse, la grossesse normale étant de 41 semaines. Alors en France, c'est 42, mais la plupart des pays, c'est 41. Pourquoi 42? C'est probablement une erreur. C'est-à-dire qu'on considère que ça peut jusqu'à 42 semaines, mais en gros, le reste du monde est d'accord pour dire que c'est 41 semaines. Et donc tout ce qui est en dessous de 37 semaines, c'est prématuré. Alors 37 semaines, 36 semaines, c'est pas très prématuré. On considère que c'est vraiment très prématuré à partir de 32 semaines et extrêmement prématuré en dessous de 28 semaines, en sachant que la limite de viabilité, c'est probablement 23-24 semaines au jour d'aujourd'hui. Alors, pourquoi la prématurité? En fait, si on regarde dans le monde, il y a une petite variation de fréquence, mais plus c'est bleu, plus il y a une fréquence élevée, une incidence élevée. Mais en gros, on tourne autour de 10% des naissances partout dans tous les pays du monde qui sont prématurées. Et alors en dessous, vous ne savez pas lire, mais c'est la fréquence aux États-Unis au cours des 15 dernières années. Et on voit que ça augmente faiblement, mais ça augmente. En tout cas, ça ne diminue pas. Et cette tendance est probablement vraie dans la plupart des pays occidentalisés, en tout cas. Donc ça reste un vrai problème de santé publique. À peu près 10% des enfants sont nés avant le terme.
Et en fait, ces enfants prématurés, surtout les grands prématurés, avant, il y a une quinzaine d'années, présentaient surtout des troubles moteurs, qu'on appelle la paralysie cérébrale ou l'infirmité motrice cérébrale. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, on en voit beaucoup moins, c'est moins de 3%, parce qu'en fait, les progrès médicaux, tant au niveau obstétrical qu'au niveau des néonatologues, ont fait des grands progrès qui ont permis de réduire, justement, de supprimer ces grosses lésions qu'on voyait avant. Et donc, on a pratiquement supprimé, en tout cas réduit très fortement les problèmes moteurs. En réduisant ces problèmes moteurs, on a vu apparaître d'autres problèmes, et en particulier des troubles cognitifs. Alors, il y a une façon simple qui est probablement très limitée, avec beaucoup de biais, de mesurer les capacités cognitives d'un individu, quel que soit son âge, et c'est le quotient intellectuel, le QI. Alors, c'est un aspect quand même utile parce que ça permet de comparer différentes populations, c'est les mêmes standards, les mêmes méthodes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de limitations. Un individu ne se résume pas à son QI, bien sûr. Alors, si on regarde, le QI, en fait, est calculé pour que la moyenne de population, le QI soit à 100. Donc, on voit ici, c'est 100, effectivement. Si vous naissez à 41 semaines de grossesse, la moyenne est à 100. Évidemment, il y a des variations. Il y a des gens qui ont un QI plus élevé, des gens qui ont un QI plus bas. Mais on a la moyenne attendue de 100. Et en fait, c'est vrai jusqu'à peu près 32 semaines. Et en fait, quand on est en dessous de 32 semaines, et plus on est prématuré, vous voyez qu'en fait, la moyenne du QI diminue de manière régulière. À chaque semaine où on est plus tôt, on perd quelques points de QI en moyenne. Encore une fois, avec des grandes distributions, vous pouvez tenir à 24 semaines et avoir un QI tout à fait normal, mais vous avez plus de chances, plus de risques d'avoir un QI plus faible. Il faut savoir que 70, encore une fois, c'est arbitraire, on considère qu'en tout de 70, les personnes généralement sont dépendantes dans leur vie de tous les jours, n'ont pas d'autonomie. Donc vous voyez que plus on descend dans les âges gestationnels, plus on a un risque malheureusement de franchir cette ligne. Alors ça, c'est le premier point. Donc on voit maintenant que ces grands prématurés, en tout cas certains d'entre eux, vont avoir des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, des problèmes de compréhension qui vont persister toute la vie. Ça ne s'améliore pas, mais ça ne s'aggrave pas non plus. Et on a vu aussi plus récemment, si j'arrive à faire passer la diapo, là, pardon. Plus récemment, on s'est rendu compte aussi que ces enfants-là étaient plus à risque de développer des troubles de la sphère dite psychiatrique, et en particulier des troubles du spectre autistique. Alors c'est un peu compliqué comme diapo, mais vous voyez ici, si vous êtes né en dessous de 28 semaines de grossesse, vous avez 10 fois plus de risques que de développer des signes de la sphère autistique. Donc 10 fois, c'est élevé, hein, c'est plus que d'avoir un petit frère, une petite sœur avec autisme. Si vous êtes né grand prématuré, vous avez vraiment un risque très, très important de développer des signes de la sphère autistique. Et en fait, ça a été confirmé maintenant dans beaucoup d'études. C'est quelque chose qui est apparu une dizaine d'années. C'était probablement déjà présent avant, maintenant on ne s'en rendait pas vraiment compte. Et donc là, vraiment, la prématurité est un grand pourvoyeur d'enfants qui vont développer des signes de la sphère autistique. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui est sous-jacent dans le cerveau chez ces enfants prématurés, donc en gros, si on regarde avec une IRM standard, on ne voit pas grand-chose, le cerveau a à peu près une taille normale, toutes les structures sont en place, il n'y a pas de trou, donc on ne voit pas grand-chose. Par contre, si on regarde de manière plus fine comment les différentes régions cérébrales se connectent entre elles, on peut faire, et grâce à de l'IRM un peu sophistiqué, on peut reconstruire, vous voyez ici, toutes les fibres, tous les faisceaux qui connectent les différentes régions cérébrales entre elles. Alors, les différentes couleurs, ça dépend de l'orientation des fibres, mais on peut vraiment reconstruire en 3 dimensions quasiment la totalité de la connectivité, comme on dit, du cerveau. Et on peut faire ça chez l'enfant dès sa naissance. Et en fait, si on compare des enfants nés prématurés avec des enfants nés à terme, et qu'on regarde comment la connectivité est établie, on peut faire des cartes qui sont projetées sur une IRM normale, et tout ce qui est rouge, en fait, ce sont des régions qui sont moins connectées chez le prématuré que chez l'enfant né à terme. Donc on a un vrai défaut de connectivité chez ces enfants nés vraiment prématurément. Et en fait, ces études ont été faites de manière répétée, et en tout cas à l'âge de 6 ans, ils ont toujours ces défauts de connectivité. Donc on a vraiment, quelque part, la trajectoire développementale a été infléchie, et les régions sont moins connectées entre elles, et donc évidemment, on peut penser que si c'est moins connecté, ça fonctionnera un peu moins bien, en tout cas différemment. Alors si on dit ça à un niveau plus cellulaire, qu'est-ce qu'il y a dans un cerveau ? Vous avez des neurones, bien évidemment, c'est la cellule la plus importante, celle qui va échanger l'information, qui est ici représentée en bleu. Mais pour que ça fonctionne bien, en fait, c'est du courant électrique qui traverse les différentes cellules, différents neurones. Et en fait, comme dans votre maison, les fils électriques, il faut les isoler, sinon l'électricité se perd dans les murs. Et en fait, il y a une structure
qui se met autour du prolongement neuronal, ça s'appelle de la myéline. C'est des lipides, c'est de la graisse qui va vraiment isoler le courant électrique et permettre une conduction électrique beaucoup plus rapide. Et en fait, il y a des cellules spécialisées qui sont représentées ici en vert, les oligodendrocytes, c'est un peu barbare comme nom, qui vont vraiment produire cette myéline, c'est vraiment leur rôle, et c'est un rôle majeur parce qu'on sait que si c'est pas bien myélinisé, s'il n'y a pas ce manchon isolant, eh bien le cerveau fonctionnera mal puisque la conduction électrique se fera de manière beaucoup trop lente. Alors, il y a des cellules rouges, ce sont des astrocytes, c'est des cellules de soutien, c'est important aussi, mais c'est moins étudié. Et puis les petites cellules jaunes, en fait, c'est des cellules qui sont devenues très importantes au cours des dernières années, et c'est un des focus de notre laboratoire, c'est ce qu'on appelle la microglie. Alors c'est quoi la microglie? Ce sont en fait des cellules au départ immunitaires. Il y en a partout dans le corps, hein, c'est des cellules comme dans le reste du corps, ça s'appelle des macrophages. En fait, ce sont des cellules, et ce sont les premières défenses contre une infection bactérienne ou virale. Vous avez un virus, une bactérie, immédiatement le corps envoie ces cellules qui en fait n'ont pas de spécificité. Elles sont là pour défendre le corps contre toute invasion extérieure. Et donc elles vont produire des facteurs toxiques qu'on appelle des cytokines ou des radicaux libres qui vont essayer de tuer la bactérie ou le virus. Effectivement, et c'est la même chose pour les microglies dans le cerveau, lorsqu'il y a une bactérie ou un virus, elles vont relarguer toute une série de molécules qui ont pour but d'essayer d'éliminer cet envahisseur. Alors évidemment, il y a toujours, c'est comme à la guerre, hein, quand on tire au canon sur l'envahisseur, il y a des dégâts collatéraux, c'est le cas aussi. C'est pour ça que quand vous avez une infection au niveau de la peau, vous avez une rougeur parce que vos cellules immunitaires vont essayer de détruire les bactéries, mais en même temps vont faire un peu de dégâts à côté, ça crée de l'inflammation, c'est pour ça que c'est rouge. Et ensuite, elles vont appeler des cellules plus spécialisées qui vont reconnaître spécifiquement la bactérie en question ou le virus en question. Et donc, c'est ça qui donne la réponse immunitaire. Mais dans le cerveau, comme dans le corps entier, vous avez ces cellules macrophages en périphérie et microglies dans le cerveau qui ont pour mission de vraiment défendre immédiatement le cerveau, en cas particulier, contre une bactérie ou un virus. En tout cas, c'est la fonction primordiale immunitaire. Puis on s'est rendu compte, il y a à peu près une dizaine d'années, qu'en fait, elles avaient un autre rôle, et notamment durant le développement cérébral, un rôle crucial. Alors vous savez probablement, pendant le développement cérébral, il y a trop de neurones qui se connectent entre eux. Alors les connexions s'appellent des synapses, c'est là que l'information est échangée d'un neurone à l'autre. Il y a trop de synapses à un moment donné. En fait, le cerveau va produire massivement des connexions entre neurones, massivement des synapses, et ensuite c'est en fonction de l'expérience, les synapses utilisées sont utiles et vont être renforcées, et les synapses qui ne sont pas utilisées, qui sont dites silencieuses, vont être éliminées. Donc il y a un processus de stabilisation et d'élimination qui est crucial. S'il ne se fait pas de manière correcte, s'il y a trop d'élimination, eh bien, il y a trop peu de connexions et le cerveau ne fonctionne pas bien. À l'inverse, si vous avez trop de connexions, trop de synapses, il y a du bruit de fond, et là non plus, ça ne fonctionne pas bien. Donc il y a vraiment un équilibre très important, et ce mécanisme d'élimination est crucial pour que le cerveau fonctionne in fine correctement. Et en fait, dans ce processus d'élimination spécifique de ces synapses dites inutiles, la microglie a pu être démontrée comme étant un élément majeur. Alors ici, vous avez en vert, c'est un prolongement de neurones avec les petites boules qu'on appelle des épines, c'est un peu comme une branche de rosier, les petites épines. Et en fait, c'est là que sont concentrées les synapses. Et en jaune, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le vert et le jaune, en jaune, c'est la microglie. Vous voyez d'une part que la microglie est vraiment collée au prolongement neuronal. Et ensuite, c'est un petit film, quelques minutes plus tard, vous devrez me croire parce qu'on ne voit pas très bien, il y a du vert dans le jaune. Autrement dit, la microglie a mangé une épine, a éliminé des synapses inutiles. Donc c'est vraiment un rôle fondamental. Il a pu être démontré chez l'animal qu'effectivement il y a un code de reconnaissance. La microglie va éliminer les synapses qui doivent être éliminées parce qu'elles vont exprimer quelque chose qui est reconnu par la microglie. Et par contre, elle ne va pas toucher les synapses qui doivent être maintenues. Et si on perturbe chez l'animal ce mécanisme d'élimination synaptique en bloquant la microglie, le cerveau va dysfonctionner et il y aura des problèmes qui vont durer toute la vie chez l'animal. Donc vraiment, cette élimination synaptique par la microglie est un phénomène crucial. Donc vous voyez que la microglie en fait a deux rôles, un rôle de protection immunitaire comme partout dans l'organisme, mais en plus un rôle spécifique pour vraiment sculpter les connexions qui vont faire que le cerveau fonctionnera correctement par la suite. Alors si on revient à notre prématuré, ce qui peut être démontré, c'est qu'en fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais un prématuré a malheureusement beaucoup de raisons d'avoir de l'inflammation en périphérie. Quand je dis en périphérie, ça veut dire dans le sang circulant, et donc le sang va être enflammé. Et on peut le démontrer parce qu'on peut mesurer des molécules de l'inflammation qu'on appelle des cytokines dans le sang circulant. Et donc il y a différentes raisons, et un grand nombre de prématurés vont présenter une inflammation, certes pas très importante, mais qui va durer plusieurs semaines.
Et en fait, nous et d'autres avons fait l'hypothèse que cette inflammation dans le sang circulant en fait est vue par la microglie, parce que la microglie, c'est une cellule immunitaire, donc quand il y a l'inflammation, ça la stimule. Effectivement, elle va s'activer, elle va devenir un petit peu trop active, et on pense que c'est ce mécanisme-là qui pourrait, en tout cas un des mécanismes qui aboutit à la déviation de la trajectoire développementale, parce que cette microglie activée, je vais vous montrer après, va avoir plusieurs effets négatifs sur le cerveau en développement. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est vraiment vrai chez l'homme? Parce que évidemment, si on étudie quelque chose chez l'animal mais qui n'existe pas chez l'homme, c'est pas très utile. On ne fait pas de la médecine vétérinaire. On essaie de comprendre ce qui se passe chez l'homme. Et en fait, si on prend un cerveau de prématuré, qui malheureusement dans ce cas-ci est décédé quelques jours après la naissance, et qu'on compare à un cerveau normal, on voit ici la microglie. On voit ici à gauche, chez le contrôle normal, on voit des petites cellules ramifiées, pas très denses, c'est normal, c'est la microglie qui est présente et qui est là pour défendre l'organisme s'il y a par hasard une infection bactérienne. Par contre, chez l'enfant prématuré, vous voyez d'une part qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, donc il y a une multiplication, elles sont proliférées, et d'autre part, elles sont très rondes, ce qu'on appelle amyboïdes, c'est comme des grosses boules, et ça, c'est un signe d'activation, c'est-à-dire qu'elles deviennent inflammatoires, comme si elles avaient vu une bactérie. En fait, il n'y a pas de bactérie du tout, il n'y a pas d'infection, mais elles font comme si, et donc elles vont potentiellement relarguer les facteurs que je mettrai tout à l'heure et entraîner une inflammation locale, qui pourra avoir éventuellement des effets délétères, et on va le voir tout de suite. Alors, pour aller plus loin, parce qu'évidemment, chez l'homme, on ne peut pas manipuler grand-chose, on a un temps donné, on voit ce qu'on voit, mais après, quel est l'œuf et quelle est la poule, quelles sont les conséquences, c'est difficile à étudier. Donc, on fait toujours comme en expérimentation, on essaie de faire un modèle animal, et dans ce cas-ci, on a essayé de reproduire cette inflammation dans le sang en injectant effectivement chez des petites souris ou des petits rats des cytokines, donc ces marqueurs, ces molécules inflammatoires, et donc on reproduit effectivement cette étape d'inflammation dans le sang circulant. Et en fait, ces souris, lorsqu'on les laisse devenir adultes, donc elles ont vu de l'inflammation pendant quelques jours, un peu comme chez un prématuré. Quand on regarde leur capacité cognitive, alors c'est pas toujours facile d'étudier la cognition chez la souris, mais on a des tests qui permettent de voir si leur mémoire, par exemple, est correcte. Donc ce qu'on fait, on a ici une souris, on lui présente deux objets qui ont la même taille et la même forme et la même couleur. Et donc la souris étant un animal curieux, va aller explorer les deux, puis elle va réaliser après un certain temps que c'est la même chose. Elle va passer à peu près 50% de son temps à explorer l'un ou l'autre objet. Et ensuite, on change l'objet, on change la couleur, on change la forme, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc si la souris se souvient qu'avant c'était les deux mêmes objets, elle doit pouvoir faire la différence. Et effectivement, elle va aller renifler beaucoup plus l'objet nouveau. Encore une fois, c'est le caractère exploratoire normal d'une souris. Par contre, si la souris ne se souvient pas, n'a pas une bonne mémoire, elle ne va pas faire de différence. Effectivement, les souris qui étaient enflammées à la naissance ont des problèmes de mémoire qui vont persister toute la vie. Il y a d'autres tests qui permettent effectivement de montrer que ces souris, ayant vu une inflammation autour de la naissance, vont avoir des problèmes de mémoire et des problèmes cognitifs tout le reste de la vie. Alors l'autre aspect, c'est les problèmes de la sphère autistique. Alors évidemment, une souris n'est jamais autiste, mais un des grands marqueurs de l'autisme, c'est les problèmes d'interaction sociale. Et ça, on peut le tester chez l'animal. Alors est-ce que c'est la même chose que chez l'homme? C'est une question qui n'est pas résolue, mais en tout cas, on peut étudier les relations sociales. Et les souris sont aussi des animaux grégaires, il y a une sorte de hiérarchie dans la société des souris. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est un test assez simple. On met la souris dans une chambre. Il y a deux autres petites chambres, une qui est un objet, donc quelque chose d'inerte, et l'autre, c'est une autre souris, un congénère. Normalement, une souris normale va aller vers le congénère, parce que c'est l'exploration, on va vers ses pairs. Et en fait, on voit ici que la souris normale explore beaucoup la boîte avec une autre souris. Par contre, la souris qui a vu de l'inflammation à la naissance ne va beaucoup moins explorer l'autre animal, va plutôt aller vers l'objet inerte. Et donc, ces souris enflammées à la naissance ont des troubles d'interaction sociale. Alors, on peut aussi regarder chez la souris comme chez l'homme, comment les différentes régions cérébrales sont connectées entre elles. Alors on le fait avec un échographe, un peu comme les machines qui sont utilisées pendant la grossesse pour voir le fœtus. On peut utiliser des machines du même type, un peu plus sophistiquées, pour essayer d'étudier comment les régions d'une petite souris, c'est tout petit, c'est 1 centimètre, pas plus le cerveau, mais on peut, grâce à ce genre de machine, vraiment voir comment les différentes régions cérébrales sont connectées entre elles à l'âge adulte. Vous ne savez pas lire, c'est trop petit, mais en fait, vous avez toutes les régions cérébrales sur les deux axes, et on regarde est-ce que cette région-là est connectée ou non à celle-là, etc. Quand c'est rouge, c'est très connecté, quand c'est bleu, c'est pas connecté. Donc ça, c'est une souris adulte normale, vous voyez qu'il y a pas mal de régions qui sont connectées, c'est ce qu'on attend. Par contre, une souris qui était enflammée à la naissance, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de carrés bleus. Donc en fait, il y a, comme chez le prématuré, je vous ai montré tout à l'heure, il y a également un défaut persistant de la connectivité.
Donc en fait, on voit que si on fait de l'inflammation à la naissance chez une souris, on reproduit les grandes caractéristiques fonctionnelles du prématuré. Alors je ne dis pas que la souris est un modèle parfait, mais en tout cas, de bonne foi, on peut penser que ça mime. Est-ce que c'est la même chose? Tout à fait, je ne mettrai pas ma main au feu évidemment, mais en tout cas ça mime ce qu'on voit chez l'homme, et donc on peut utiliser ce type de modèle pour essayer de comprendre au niveau cellulaire et moléculaire qu'est-ce qui se passe, avec l'idée d'une part d'augmenter notre compréhension des choses, ça c'est le scientifique qui aime bien se sentir plus intelligent, mais surtout l'intérêt, c'est en faisant cela, c'est de trouver des cibles qu'on pourrait utiliser avec des médicaments par exemple, pour essayer de corriger les choses, pour essayer d'améliorer la fonction. Donc l'idée c'est comprendre pour traiter, c'est pas comprendre pour comprendre, c'est comprendre pour traiter. Alors on peut, avec des techniques assez récentes, on peut vraiment trier dans un cerveau, il y a toute une série de cellules différentes, je vous ai montré tout à l'heure, mais nous ce qu'on veut étudier c'est les microglies, pour vraiment savoir ce qu'elles font, et donc on a une technique maintenant qui nous permet de trier spécifiquement les microglies sans les contaminer avec des neurones, avec des autres cellules. Donc on a pratiquement 99,9% de microglies dans un tube, on peut vraiment aller voir ce qu'elles font, ce qu'elles ont dans le ventre. Et donc c'est ce qu'on a fait, et donc on a regardé ce qu'on appelle le transcriptome. C'est quoi le transcriptome? Au départ, vous avez des gènes, chaque cellule a l'ensemble des gènes du génome, et en fait, ce n'est pas le gène qui fait la fonction, c'est la protéine qui dérive du gène, qui va faire la fonction. Et entre le gène et la protéine, il y a une copie du gène intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager, et qui va être transformé à un moment donné en protéine. Et donc ce qu'on peut faire, c'est mesurer l'expression de chacun des ARN messagers. Ça nous dit quelque part, est-ce que le gène va donner plus ou moins de protéines? C'est un marqueur indirect du niveau de protéines qu'il y a dans la cellule. En fait, pourquoi on ne mesure pas les protéines? On peut le mesurer, mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. Techniquement, c'est beaucoup plus simple de mesurer les ARN messagers. Et ça donne une idée un peu indirecte de l'expression de la protéine et quelque part de la fonction. Et donc, en fait, ici, chaque ligne horizontale, c'est un ARN messager. Donc, quelque part, une idée de la protéine, d'expression de la protéine. Alors, c'est différents âges. Et en fait, les deux premières colonnes ici, c'est durant l'inflammation, et puis ça, c'est des stades plus tardifs. Alors, quand c'est rouge, ça veut dire que le gène est plus exprimé que chez le contrôle, qu'une souris normale. Et quand c'est bleu, c'est l'inverse, c'est qu'il est moins exprimé. Et quand c'est blanc, c'est qu'il exprime comme une souris normale. Alors, ce qu'on voit d'abord, il y a deux gros blocs rouges. Et en fait, ces gènes, enfin ces ARN messagers, en fait, correspondent à l'inflammation. Donc, en fait, on voit que ces microglies qui voient passer de l'inflammation dans le sang vont répondre de manière massive et devenir totalement inflammatoires, comme s'ils avaient vu une bactérie passer ou un virus. En fait, il n'y a pas de bactérie, pas de virus, mais elles réagissent comme si. Et en fait, elles vont produire toute une série de facteurs toxiques pour les cellules avoisinantes, et en particulier, elles vont perturber la maturation des cellules qui produisent la myéline. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un manchon isolant autour des prolongements neuronaux qui sont produits par les oligodendrocytes. Et en fait, ces microglies activées vont bloquer ces cellules en maturation qui ne pourront pas faire leur job, mais ne pourront pas myéliniser ces prolongements neuronaux. Et effectivement, si on coupe ce segment neuronal comme une carotte, donc en faisant une petite rondelle de carotte, ça apparaît comme ceci. Vous avez ici le prolongement neuronal en gris clair, et ce qui est noir autour, c'est l'isolant, c'est la myéline. Et normalement, 90-95% des prolongements neuronaux dans un cerveau adulte doivent être myélinisés, donc d'avoir une gaine noire autour. Ça, c'est le contrôle. Et on voit ici que la souris qui a vu de l'inflammation, qui a eu sa microglie activée, on voit qu'en fait, à peu près 40-45% des prolongements neuronaux ne sont plus myélinisés. Et ça, clairement, ça va entraîner un dysfonctionnement puisque l'influx électrique va avoir beaucoup plus de mal à se propager. Donc on a d'une part des microglies activées, enflammées, et qui perturbent les cellules avoisinantes et qui entraînent une déviation de la trajectoire développementale puisqu'on aura un défaut de myélinisation qui, à un moment donné, va se corriger, mais beaucoup trop tard. Et on sait que le temps, c'est important, l'effet temps. Et donc même si on arrive au même résultat, mais avec du retard, on sait que ça aura des conséquences fonctionnelles. Et puis l'autre chose, et je terminerai par ça, c'est en fait les deux gros blocs bleus là, en fait, donc les gènes qui ne sont pas assez exprimés, en fait, ça correspond à les fonctions normales de la microglie pendant le développement, et en particulier de l'élimination des synapses. Donc en fait, on a l'impression sur cette étude-là que ces microglies ne seront plus capables de faire leur job d'élimination des synapses inutiles. Et effectivement, si on regarde combien de microglies ont mangé de synapses, on voit ici en rouge, en noir, pardon, c'est la situation normale. Vous voyez qu'à un moment donné, massivement, elles vont éliminer les synapses pour justement aboutir à une connectivité qui est normale. Et on voit que les microglies qui ont été enflammées, ne le font pas. Elles oublient de le faire. Et donc, quelque part, on a une double peine. On a des microglies
qui vont être toxiques pour les cellules d'à côté. Et d'autre part, elles oublient de faire leur travail, qui est d'éliminer les synapses. Donc on a une double peine, et c'est probablement ça, et probablement d'autres phénomènes également, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais c'est probablement deux éléments majeurs qui font que quelque part la trajectoire développementale va dévier, et c'est dévier un peu, encore une fois, il n'y aura pas de conséquences fonctionnelles majeures, mais s'il dévie trop, c'est-à-dire que si ces processus-là durent trop longtemps, on va finir par dévier de manière trop forte la trajectoire développementale du cerveau et aboutir au dysfonctionnement que je vous ai montré. En tout cas, c'est chez la souris. Ça reste maintenant à démontrer que c'est la même chose chez l'homme, mais on peut penser qu'il y a en tout cas des mécanismes communs. Et surtout, essayer de voir sur quelle voie moléculaire on peut essayer d'agir pour essayer justement de supprimer le rouge et en même temps de transformer le bleu en blanc pour revenir à une double fonction normale. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je suis arrivé au bout de mon temps et je vous remercie pour votre attention.